Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RAL24 News pour cette édition spéciale consacrée à la tempête géopolitique que traverse le Moyen-Orient. Une tempête qui, comme vous le savez, a été déclenchée par l'agression américano-sioniste contre l'Iran, conduisant, comme vous le savez, là aussi, à l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei, entraînant là aussi, et comme vous le savez, la riposte de l'Iran. Et en ce jeudi 5 mars 2026, la guerre contre l'Iran touche à son 6e jour et selon les médias iraniens, le nombre de morts dépasse les 1000 morts pour atteindre les 1064 victimes. Et depuis le début de l'agression, donc la situation reste toujours aussi volatile et les craintes d'un embrasement régional préoccupent toujours autant la communauté internationale alors que l'administration américaine annonce déjà l'implication des Kurdes dans cette guerre contre l'Iran. De son côté, l'Organisation des Nations Unies réitère son appel aujourd'hui à la désescalade, mais sur le terrain, les opérations militaires s'intensifient et les alliances semblent se resserrer. Alors, mesdames et messieurs, avant de vous présenter mes invités, on va d'abord prendre le pouls avec mon invité ici sur le terrain, monsieur le professeur Abdelkader Soufi. Vous êtes politologue et expert en relations internationales. Abdelkader Soufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors, monsieur Abdelkader Soufi, sans plus attendre, on va prendre le pouls de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain. Qu'est-ce que vous retenez de ce 6e jour de guerre contre l'Iran et d'embrasement presque au Moyen-Orient? Oui, d'abord, c'est une guerre d'usure. Et puis, où tous les coups sont permis. Et quand je dis tous les coups sont permis, parce qu'il y a eu des attaques atroces aujourd'hui contre Téhéran, contre des groupements, malheureusement, et des habitations. Et la même chose, le sud du Liban, qui, aujourd'hui, lui aussi, n'est pas épargné par les frappes et par aussi cette une incursion terrestre. Incursion terrestre aussi, ouais. Vous l'avez dit, donc il y a aussi l'extension de cette guerre à d'autres acteurs. Aujourd'hui, les Américains font appel à l'Australie, aussi au Canada. Hier, les Français, les Britanniques, et apparemment même l'Inde en fait partie, du moment que cette coalition américano-sioniste est à court d'arguments, surtout. On n'arrive pas donc à en finir avec cette guerre. On pensait que dès le premier jour, ils allaient finir avec l'Iran, comme ça a été le cas du Venezuela, sauf que je pense que les calculs n'ont pas été justes. On n'a pas vraiment considéré l'Iran à sa juste valeur. D'ailleurs, la riposte iranienne a été stratégique, a été d'égal à égal. C'est la première fois où l'hégémonie américaine est mise à rude épreuve. D'ailleurs, le président américain est à court d'arguments. Donc une guerre qui devait être de 3, 4, 5 jours. Aujourd'hui, on parle de 4-5 semaines, on parle d'intervention terrestre. Il y a un front qu'on veut ouvrir, c'est le front ouest avec le Kurdistan, donc la région où on veut impliquer les Kurdes. Donc pour eux, peut-être c'est le meilleur moyen de faire une infiltration et de créer le chaos à l'intérieur, le désarroi ou renverser le régime. Très bien, Monsieur Soufi, vous faites très bien de parler justement de cette hégémonie américaine qui est en perte de vitesse en Moyen-Orient. Justement, pour parler un peu plus de cette perte d'hégémonie américaine au Moyen-Orient, j'ai le plaisir de recevoir Shenhui Zhang, qui est journaliste chinoise, qui me rejoint depuis Pékin. Bonsoir, madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, comme vient de le préciser Abdelkader Soufi, donc il y a aujourd'hui clairement un manque d'hégémonie, une mise à mal de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient. Est-ce que finalement on peut se dire que derrière ces opérations, derrière cette alliance occidentalo-sioniste, derrière même cette attaque directement américano-sioniste contre l'Iran, quelque part ce n'est pas la Chine qui est dans le viseur de ces puissances et en particulier des États-Unis? Ce n'est pas la Chine qui est dans le viseur, et je dois dire qui était dans le viseur. C'est par les actes
des États-Unis et Israël, nous avons vu qu'aujourd'hui, la Charte des Nations Unies qui est dans la viseur. C'est aujourd'hui qui a été le plus affaibli, c'est l'ordre international, ce sont les règles internationales sur lesquelles est basé sur tous les pays, sur la prospérité, sur le développement économique. C'est pour ça que la Chine a exprimé cette grande préoccupation, aussi, je dirais que cette indignation contre ce loi de la jungle. Il ne faut plus de loi de la jungle à l'international. Aujourd'hui, la Chine a essayé de multiplier ses efforts de multimédiation et aussi d'essayer de faire comprendre à la société internationale qu'il faut mettre immédiatement fin aux opérations militaires et aussi il faut revenir sur l'ordre international fondé sur les règles et autour de la Charte des Nations Unies. Très bien, vous venez de le dire, Pékin a appelé à la désescalade, mais surtout au respect du droit international. Quelle a été la réaction du peuple chinois se réveillant presque avec un conflit de haute intensité, une agression d'un État souverain au Moyen-Orient? Eh bien, ça a été justement un grand choc dans l'opinion publique chinoise, parce que ce soit pour le côté officiel ou même pour le peuple lui-même, de voir l'assassinat d'un dirigeant d'un État souverain, c'est quelque chose qui est incompréhensible, complètement incompréhensible, parce que cela constitue une violation grave de la souveraineté nationale. Et en Chine, il y a toujours cette philosophie, c'est qu'on respecte un autre pays, on respecte sa gouvernance interne, on respecte son régime politique, à partir du moment où il reste son propre affaire. Donc je pense que c'est cela qui a suscité cette incompréhension et ce choc dans le public. Et en même temps, depuis ces derniers jours, nous avons vu des images sanglantes, des images même qui portent atteinte, des frappes israéliennes qui a porté atteinte à la vie des jeunes enfants israéliens, surtout quand on rappelle c'est plus de centaines de morts dans une école primaire dans le sud de l'Iran, eh bien c'est quelque chose qui choque le public. Donc encore une fois, je pense que il est impératif de cesser immédiatement les opérations militaires et puis de revenir plus rapidement au dialogue et à la négociation pour éviter toute escalade des tensions et la propagation du conflit, parce que cela influence non seulement le Moyen-Orient, mais aussi le peuple du monde entier. À la fois la situation au Liban, à la fois la situation de tout le Moyen-Orient et aussi tout le transport maritime qui passe par le détroit d'Ormuz. Et en même temps, bien sûr, le prix du pétrole. Justement, vous faites bien de parler de ces impacts économiques. Est-ce qu'on peut voir avec vous brièvement, peut-être même, quel est l'impact attendu à la suite de ces 6 jours de guerre au Moyen-Orient sur l'économie chinoise, peut-être? Eh bien, je pense qu'il va y avoir un impact potentiel parce que la Chine est l'un des premiers importateurs mondiaux de pétrole brut. Et le Moyen-Orient reste une région clé pour l'approvisionnement. Mais après, à vrai dire, quel degré ce sera pour l'économie chinoise, je pense qu'il faut regarder en 2 volets. Le premier volet, c'est sur tout ce qui est le transport et aussi tout ce qui est les échanges commerciaux. Et l'autre partie, c'est sur le prix de l'énergie et également sur le prix en Chine. D'abord, pour le premier volet, nous avons parlé de ce côté commercial. Je pense pas qu'il y a beaucoup de chocs. Enfin, pourquoi? Parce qu'en fait, la Chine, depuis déjà plusieurs années, depuis déjà plus de 10 ans, elle a commencé à développer l'initiative La Ceinture à la route. Cette initiative, en fait, qui relie par la voie terrestre et par la voie maritime le commerce mondial avec la participation de la Chine et bien sûr avec la participation de tous les pays participants à cette initiative. Ce qui a en effet réduit ce risque imprévu. À partir du moment où il y a un problème à Hormuz, dans le détroit d'Hormuz, cela n'a pas pour autant perturbé tout le transport maritime. Et de l'autre côté, sur tout ce qui est l'énergie, la Chine est aussi en train de développer très activement l'énergie propre, c'est-à-dire l'énergie solaire, l'énergie du vent, et aussi même, par exemple, dans le côté de l'énergie nucléaire, tout cela pour justement avoir plus de diversification et plus de choix de provenance et de ressources d'énergie pour combler un besoin énergie gigantesque pour la Chine. Donc de ces 2 côtés-là, je pense qu'il va y avoir déjà ces mesures de amortissement et puis de l'autre côté, bien sûr, déjà depuis plusieurs années, ces diversifications de l'importation du pétrole. La Chine importe de la Russie, la Chine importe aussi des pays africains et aussi de la partie de l'Asie centrale. Donc je pense que là-dessus aussi, ce sont quelque chose en fait justement qui amortisse l'impact. Mais bien sûr, il va y avoir un impact. Là, c'est réel pour l'économie chinoise et c'est réel pour l'économie du monde entier.
Très bien. Madame, actuellement en Chine, le ministre des Affaires étrangères chinois a averti quant aux conséquences économiques de ce conflit au Moyen-Orient ou de cette escalade au Moyen-Orient quant à l'économie. Quelle est aujourd'hui la position du président chinois? S'est-il exprimé quant à cette question? Eh bien, la Chine a exprimé à travers le ministère chinois des Affaires étrangères, donc c'était surtout le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, qui a eu des entretiens téléphoniques déjà depuis plusieurs jours avec au moins 7 pays, avec ses homologues de la Russie, de l'Iran, de l'Oman, de la France, d'Israël et de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, entre autres, pour échanger en profondeur la situation régionale. Comment mieux gérer la situation? Et d'ailleurs, de ce côté-là, la Chine a tout de suite, à partir d'aujourd'hui, à maintenir davantage la communication avec toutes les parties concernées et également, elle va envoyer prochainement M. Cai Jun, qui est envoyé spécial du gouvernement chinois pour les questions du Moyen-Orient dans la région, pour déployer des efforts actifs pour contribuer justement à la désescalade des tensions. Mais ce qu'il faut entendre et ce qui est important apparemment sur la scène médiatique et sur la scène internationale aujourd'hui, c'est de revenir à la loi et à la règle des Nations Unies, c'est-à-dire le respect mutuel, quelle que soit la puissance, quelle que soit la taille et l'échelle économique d'un pays, ce qui compte, c'est le respect. Et qu'ils ont tous les deux, tous les pays ont les mêmes souverainetés. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, je pense qu'il faut dire non, dans l'opinion publique chinoise, de ce que je vois, il faut dire non à la loi de la jungle. Très bien, merci. Merci, Madame Shanhui Zhang. Je rappelle que vous êtes journaliste chinoise et vous m'avez rejoint depuis Pékin. Excellente soirée à vous, Madame. Merci. Entre-temps, nous avons eu le plaisir d'être reçus ou d'être rejoints sur ce plateau de Tarek Hafid, journaliste et observateur des questions internationales. Tarek, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation. Monsieur Abdelkader Soufi, je m'oriente directement vers vous. Madame Zhang vient de nous expliquer clairement qu'aujourd'hui, c'est le droit international qui est mis à mal, qu'aujourd'hui, au-delà des guerres hégémoniques, il y a un grand perdant face à cette situation, c'est le droit international. On voit que les Nations Unies ne cessent d'appeler à la désescalade, ne cessent de vouloir ramener l'ensemble des parties sur la table des négociations, un retour sur la table des négociations. Vous, autant qu'expert du droit international, quelle alternative se pose aujourd'hui devant l'ONU face à un État qui viole la souveraineté des États et, comme l'a expliqué Madame Zhang, va jusqu'à assassiner des dirigeants de ces États souverains? Malheureusement, on ne voit pas d'issue parce que le droit international a été réellement mis de côté. La Charte des Nations Unies. D'ailleurs, une coalition s'est formée autour d'une action illégale. Les États européens disaient que l'acte de l'offensive américaine, siono-américaine contre l'Iran était contre le droit international, mais cela ne les a pas empêchés de rejoindre cette coalition. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus les Occidentaux resserrer les rangs les uns avec les autres. Resserrer les rangs, voilà, et former un bloc. Il faut même rappeler que Trump promet des sanctions à l'encontre des États qui ne sont pas, c'est le cas de l'Espagne. Écoutez, n'est-ce pas, celui qui devait, ou qui doit donner des sanctions, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est les résolutions du Conseil de sécurité, mais malheureusement, l'action en elle-même a été en dehors de la coupole des Nations Unies. Ça l'a été contre la Palestine pendant plus de 2 ans, ça l'a été lors de la guerre des 12 jours, ça l'est toujours depuis pratiquement les années 80 contre le Liban, contre la Syrie, par l'entité sioniste, et personne n'en parle. Mais il faudrait qu'un autre État qui n'appartient pas à ce clan fasse quelque chose qu'on lui fait sortir le droit international. Là, on est avec le droit du plus fort. Et le droit du plus fort, au droit du plus fort, il faut opposer une force. C'est ce que font les Iraniens. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils ont à choisir entre l'éradication totale ou l'isolement. Ils préfèrent l'isolement. Ils ont choisi l'isolement. Être isolé, mieux que de ne pas être.
Et donc, dans cette conflictualité, ils jouent avec les cartes qu'ils ont entre les mains. Et ils essayent de jouer avec donc la surenchère et la flambée des prix. Des sanctions, un embargo. Ouais, eux, ils sont contre l'embargo, mais je veux dire que sur le plan économique et à l'usure, peut-être qu'ils arriveront à mettre tout le monde d'accord, parce que tout le monde sera touché dans sa poche, et peut-être que cela va plutôt pencher un peu vers l'Iran. C'est vrai que tout à l'heure, votre invité parlait de la Chine qui n'est pas concernée d'une façon directe, mais en réalité, si on fait une analyse sur un plan international, si la Chine elle est concernée parce qu'il s'agit d'une guerre d'énergie. On va revenir sur ce point. On va revenir aussi sur le point de la guerre d'usure qui finalement va finir par gagner. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui l'Iran est en train les Américains et les sionistes sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour subir beaucoup de pertes et qui ne sont pas en train d'être déclarées. On va revenir sur ça. Monsieur Tariq Hafid, tout à l'heure, Madame Zhang nous a clairement expliqué qu'aujourd'hui, face à cette violation du droit international, il y a l'impact humain qui n'est pas négligeable. Rien que pour ces 6 jours de guerre contre l'Iran a enregistré plus de 1000 personnes, plus de 1045 victimes de civils et des centaines de milliers de civils blessés. Au Liban également, le bilan est tout aussi macabre. À Gaza, depuis le début du génocide, le bilan est tout aussi macabre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ces agressions occidentales, dans ces agressions sionistes, américano-sionistes au Moyen-Orient, on est dans une logique de dissuasion ou de punition, ou c'est vraiment une tentative de démobiliser le front intérieur en changeant finalement de victimes comme le font en changeant de bourreau comme le font les médias occidentaux, accusant l'État iranien d'être la cause de la mort de ces civils? Je pense qu'il faut... je voudrais d'abord dire un mot sur l'ONU déjà. On n'est pas conscient, mais l'image de Madame Trump qui préside le Conseil de sécurité, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus... Monsieur Trump veut faire de l'ONU, du Conseil de sécurité, une sorte de fête foraine qui n'a absolument aucun sens, mais qui n'a même plus le droit d'aborder des sujets aussi importants que ce qui se passe à travers la planète, et d'autant plus ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc juste cette image, elle explique tout. Elle est suffisante. Et il faut vraiment la prendre en considération et en être conscient. Concernant les victimes, tant que ce ne sont pas des victimes, on va dire, occidentales... Comme en Ukraine, Bien sûr, par exemple, ou même par rapport aux soldats américains qui ont été tués, voilà. Ou même les victimes, on va dire, les personnes qui ont été tuées durant les raids, sous les missiles iraniens, par exemple... en Palestine occupée, ces gens-là ont une valeur. Les autres personnes n'ont aucune valeur. Donc ça aussi, il faut bien l'intégrer, il faut bien le comprendre. Nous l'avons vu à Arza pendant ces dernières années. Nous allons le confirmer encore une fois en Iran, et nous l'avons vu aussi par le passé, que ça soit par exemple en Irak, en Libye ou en Syrie. La véritable victime, la victime qui a une valeur, c'est une victime occidentale ou une victime, on va dire, sioniste. Les autres victimes n'ont absolument aucune valeur. Et on le voit aussi à travers donc, la corvette iranienne qui a été coulée par un sous-marin américain. En revenant... Oui, en revenant d'une visite, comme ça se fait partout dans le monde, à travers toutes les marines dans le monde, en Inde, et qui a été coulée, et avec plus d'une centaine de morts. Ces personnes ne valent absolument rien. Justement, je rebondis à ce que vous venez de dire en citant les déclarations du ministre de la Guerre américain qui déclare, je cite, « Nous sommes qu'au début d'une bataille, que Dieu nous protège. Couper Internet en Iran, nous maîtrisons l'Iran, nos soldats sont au sol, et l'Iran ne peut rien faire
face à cette maîtrise. Mais il y a quelque chose qui est très important dans cette déclaration, c'est quand il dit Dieu nous protège. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, à côté de ce que vous venez de dire, monsieur Tariq Hafid, à côté aussi des déclations du chef d'état-major, à côté des déclarations du premier ministre israélien ou de l'entité sioniste Benjamin Netanyahu, quand il dit nous sommes aujourd'hui dans une bataille de la lumière contre les ténèbres, est-ce qu'aujourd'hui ce conflit en Iran se situe dans un cadre civilisationnel? Je veux votre avis aux deux. Je commence avec vous, monsieur Soufi. Absolument, parce que cette guerre a une base idéologique plutôt. Les sionistes croient en le retour du Messie et pour eux c'est l'Armageddon. Ils cherchent à embraser toute la région selon leur culte. Aussi, quand on dit Dieu nous protège, là on annonce la couleur, donc nous sommes dans une croisade. Et on dit, donc c'est un autre message pour l'intérieur américain, pour l'occidentaux, que voilà, donc les chrétiens ou les judéo-chrétiens vont en guerre contre les musulmans, contre les mécréants. Ce qui rejoint cette civilisation judéo-chrétienne qui a été inventée dans le cadre de ce qui est connu de l'histoire moderne ou depuis la création de l'entité sioniste. Je veux aussi votre avis, monsieur Tariq Hafid. C'est évident maintenant aussi, ça c'est encore une chose que nous devons comprendre et l'intégrer pleinement. Nous sommes actuellement dans une guerre de religion. Ouais. On accuse l'Iran d'être un État théocratique. L'entité sioniste était un État aussi, un État théocratique. Pas dans le sens État, mais beaucoup plus une entité théocratique. Exactement, une entité théocratique. Sous Trump, les États-Unis sont plus que jamais dans une logique théocratique. Et d'ailleurs, il suffit juste d'écouter ce qu'a dit l'ambassadeur des États-Unis à Tel Aviv, ce qui remonte aussi donc de cette organisation chargée d'accompagner les militaires aux États-Unis, qui disent qu'effectivement, on leur a dit vous êtes dans une guerre donc de la lumière contre les ténèbres, c'est l'Armageddon, etc. Donc effectivement, nous sommes actuellement dans une situation qui est très simple. Pour assurer le retour du Messie, il faut absolument qu'il n'y ait plus aucun musulman dans la région. Et donc, c'est une guerre d'effacement de plusieurs millions de personnes à travers le Moyen-Orient. Et là, nous sommes en plein dedans. Il faut comprendre. Et on a vu qu'aujourd'hui, il y a eu la destruction de plusieurs sites classés patrimoine mondial de l'humanité qui ont été tirés par la coalition américano-sioniste en Iran. C'est exactement ce qui s'est produit en Irak, c'est exactement ce qui s'est produit en Syrie, en Afghanistan, c'est-à-dire que nous sommes dans l'effacement total. Très bien. Par ailleurs, vous avez parlé de cette culture américaine aujourd'hui sous Trump qui a tendance à mettre en place ce conflit civilisationnel, si on veut, par la culture MAGA, par la mise en place de la culture MAGA. Mais aujourd'hui, la culture MAGA, on a l'impression, ou la civilisation MAGA, comme la qualifie Trump lui-même, on a l'impression qu'elle est face à une crise. Quand on sait aujourd'hui que l'électorat même de Trump ne se reconnaît pas dans les politiques internationales ou dans les politiques étrangères de Trump, préférant les promesses électorales qui ont été l'America First. Quel avenir pour le front inter... Tout va être décidé par rapport, on va dire, au nombre de victimes américaines dans cette guerre. Trump avait pris l'engagement de ne pas engager de guerre sous son mandat. Là, c'est totalement le contraire ce qu'il est en train de faire. On dit que c'est effectivement sous la pression des Israéliens qu'il est en train de le faire. Il n'a pas prévenu Il n'a pas eu l'accord du Congrès. Il ne l'a même pas prévenu. Il ne l'a même pas prévenu, effectivement. Il n'a même pas prévenu, on va dire, ses alliés occidentaux. Plutôt Macron dit qu'il a appris le matin en se réveillant. Donc, la situation, en fait, tout sera déterminé par le nombre de victimes. Il agit tout seul. Trump ? Oui. Bien sûr qu'il agit tout seul. Non, mais absolument. Il ne consulte personne. Il ne consulte personne. Il y a un noyau de personnes qui sont autour de lui.
et qui décide de tout. Et, affaire familiale. C'est comme placer Milania. Donc, par exemple, au Conseil de sécurité. Entre-temps, très chers téléspectateurs, Mokran Aïtouarabi vient de nous rejoindre. Mokran Aïtouarabi, vous êtes également journaliste et spécialiste des questions internationales. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Depuis le début de cette émission, nous sommes donc en train de faire, si je peux dire, le bilan de ce 6e jour de guerre contre l'Iran. Monsieur Aïtouarabi, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette 6e journée? Quels sont, selon vous, les faits qui sont marquants de cette 6e journée de guerre contre l'Iran? En fait, 6 jours, on constate que l'Iran, comme elle l'a promis, elle tient face à la superpuissance américaine, combinée à celle de l'antitétionniste. Donc ça annonce une guerre de longue durée, contrairement à ce qui a été dit au départ par ceux qui ont déclenché la guerre, à savoir les Américains et l'antitétionniste. Donc c'est une guerre destructrice qui est en train de semer le chaos dans toute la région. Donc, c'est une région sensible, il faut pas oublier que c'est une région qui regorge d'énergie. 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz qui est carrément... actuellement, il est carrément à l'arrêt. On regarde des risques justement que les bateaux méthaniers et autres soient touchés. Donc aujourd'hui, vous avez un Iran qui résiste et on constate de l'autre côté qu'il y a beaucoup de contradictions dans les déclarations des différents responsables par rapport la suite à donner à cette guerre, mais aussi par rapport aux résultats déjà atteints par cette guerre. Donc aujourd'hui, vous avez quand même une force iranienne qui arrive justement à montrer que c'est pas justement une simple affaire que d'envahir l'Iran. Même au sein en interne, justement, si on prend l'Iran en interne, les Américains et l'antitétionniste ont misé sur le chaos en interne rapide. Et là, on constate que malgré la décapitation du pouvoir iranien, le pays continue à fonctionner, le plus normal du monde, bien évidemment sous les bombardements. Très bien, Monsieur Aïtouarabi. On va faire un point historique. On va revenir à l'histoire des États-Unis avec l'Iran. Faut-il le rappeler qu'en 1953, il y a d'abord eu l'opération Ajax qui a conduit à la destitution du Premier ministre Mossadegh après qu'il ait nationalisé le pétrole iranien, refusant de servir les intérêts de l'Occident. Après, en 1987, il va y avoir l'opération Noble Archer, là aussi lorsque des pétroliers iraniens dans le Golfe. Et puis, 1988, il va y avoir l'opération Prying Mantis, là aussi concernant les intérêts occidentaux en Iran et dans la région. S'ensuit les sanctions, s'ensuit l'ensemble de la propagande occidentale à l'encontre de l'Iran et de son système de gouvernance. S'ensuit la guerre de 12 jours en juin 2025. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une logique d'encerclement des États-Unis face à l'Iran ou est-ce qu'on peut interpeller ça différemment? Je commence avec vous, Monsieur Tariq Hafid. Alors, il faut d'abord rappeler une chose qui est importante, c'est que dans la région, au Moyen-Orient, le principal allié des États-Unis pendant des décennies, ça a été l'Iran. C'était pas Israël. Avec le régime du Shah. Voilà, sous le régime du Shah. La chute du Shah a provoqué une perte énorme pour les États-Unis, d'où le renforcement encore plus des relations avec l'antitétionniste. Après l'encerclement, oui, pour bien comprendre la puissance de l'Iran, il faut vraiment avoir une carte et voir la situation. Il y a deux États qui font la jonction entre plusieurs continents, c'est la Turquie et c'est l'Iran. Et l'Iran est dans une situation entre le Moyen-Orient, donc l'Asie, et pas très loin de la Russie en réalité, parce que, en tout cas à l'époque, pas loin du tout de l'Empire soviétique, puisque l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont juste... et la mer Caspienne en plus. Donc vraiment, et donc la mer Caspienne, entre l'Iran et la Chine, il y a l'Afghanistan. Donc nous sommes vraiment dans une région qui est d'une sensibilité incroyable. En plus, rajouter à ça les différentes religions, donc entre
bien sûr les chiites, entre les sunnites, les chiites que l'on retrouve les aussi chrétiens, en Azerbaïdjan, en Afghanistan, les chrétiens avec l'Arménie, les juifs, effectivement. Donc c'est vraiment un pays qui est majeur, c'est-à-dire en termes de géopolitique. Encercler l'Iran, ça, pour les États-Unis, c'est vraiment une chose qui est très compliquée, puisque quand on reprend encore une fois une carte, qu'est-ce qu'on voit dans les pays du Golfe? L'Azerbaïdjan maintenant qui est pro, on va dire, américain, même pro-israélien, et par la suite, il y a l'Afghanistan. Les Américains ont créé le chaos en Afghanistan, ils ont fini par le perdre, ils sont partis. Donc, en réalité, je pense, à mon avis, que l'enjeu majeur, c'est de prendre, en réalité, l'Iran. L'Iran, c'est devenu un enjeu majeur pour la proximité de l'Iran avec la Russie et aussi la Chine. Ouais. Donc, sur le plan de containment aussi. Oui, tout à fait. Donc, sur le plan, en plus, les enjeux sur le plan de l'énergie. Donc, l'Iran, pour les États-Unis, devait tomber. Là, ils ont engagé un processus justement pour obtenir cette chute, mais elle va être très très compliquée parce que il faut aussi prendre en considération donc le conflit qui est, on va dire, théologique qui existe entre les chiites et les sunnites. Et je rappelle juste une chose, c'est qu'il y a quelques semaines, la chute du Kurdistan syrien, la fuite justement de milliers, on parle de 1500, entre 1500 et 2000 terroristes ex-Qaïda ou ex-État islamique, qui vont probablement être utilisés contre l'Iran. Justement, vous venez de toucher un point très intéressant, Monsieur Tariq Hafid. Vous avez aussi parlé des Kurdes. On va s'intéresser à ce Kurdistan. On se rappelle durant la déstabilisation de l'Irak, la déstabilisation de la Syrie, la mise en place ou l'autoproclamation de l'État de Daesh en Moyen-Orient. Donc, il y a eu et aujourd'hui, on est face pratiquement aux mêmes éléments de déstabilisation et de chaos au Moyen-Orient. Vous avez commencé, Monsieur Soufi, à parler tout à l'heure de ce chaos au Moyen-Orient. Le fait d'introduire cet élément, d'armer les Kurdes, de parler d'un contingent kurde qui va rejoindre le front qui est déjà formé par l'entité sioniste et les États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui la sécurité et du monde arabe et du Moyen-Orient, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire dans l'échiquier géopolitique mondial? Voilà, quand vous parlez de l'échiquier, nous sommes dans une configuration plutôt géopolitique, d'où l'approche du Grand Moyen-Orient ou du Nouveau Moyen-Orient, qui vient du Caucase pratiquement. Donc c'est toutes ces régions où il y a l'Asie mineure, le Moyen-Orient, la Corne africaine, donc la zone MENA et le sous-continent africain. Alors, quand vous regardez bien, donc, par rapport à ce que vous venez de dire, déjà dans son livre, je pense que c'est Francis Fukuyama en 2005, et il a écrit donc Plus petit et meilleur, les États faillis, c'est le titre du livre. Donc, la dislocation des États donc est plus facile à gérer que d'avoir un État plus grand et plus puissant. Le Kurdistan a été utilisé, donc vous savez, la partie du Kurdistan, elle est à la fois donc en Syrie, en Turquie, en Irak et en Iran. C'est une carte dangereuse, d'ailleurs, l'une des conflictualités entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie, c'est la gestion de cette région-là. Aujourd'hui, quand il y a eu avec la fin de la guerre en Irak, il y a eu l'autonomie du Kurdistan, mais avec des conditions. Un accord qui a été signé entre le Kurdistan et l'Iran à ce que cette région ne soit pas armée, militarisée et ne doit pas être justement une source de menace. Sauf qu'aujourd'hui, les Américains savent qu'il est difficile de faire une invasion terrestre pour beaucoup de raisons, parce que toutes les frontières iraniennes sont naturellement protégées par des montagnes. Et à même l'intérieur du pays, donc vous avez deux Sahara et aussi une montagne, donc il est très difficile.
Le seul passage, c'est la partie ouest et sud-ouest, qui est la frontière avec l'Irak, celle du Kurdistan. D'ailleurs, d'où venaient toutes les attaques contre l'Iran. Toute l'aviation qui a bombardé, c'était ce côté-là, c'est-à-dire créer un couloir, affaiblir l'Iran pour pouvoir créer d'abord cette brèche. Ensuite, vous l'avez dit, libérer les éléments de l'Al-Qaïda qui ont toujours œuvré au profit des Américains. Hillary Clinton avait dit que nous avons créé Al-Qaïda, nous avons créé Daesh. Aussi, rappelez-vous que lors du 3e jour de la guerre, il y a eu un bombardement contre les postes de sécurité de la police, donc de l'ordre public, mais aussi contre une prison. Cette prison où il y avait des gens qui étaient condamnés à perpète et qui étaient des opposants. Ça veut dire libérer aussi les prisonniers pour créer le chaos. Donc, quand on revient, la stratégie, elle est claire. Affaiblir l'Iran, affaiblir la sécurité nationale et pousser les gens à renverser le régime. Sauf que, vous savez, c'est une guerre théologique. Et les Iraniens croient dur comme fer en leur cause. D'ailleurs, plus il y a eu des attaques, plus les gens sont sortis dans la rue, soutenant le pouvoir. Ensuite, le régime en Iran, il est exceptionnel. Vous avez deux formes de pouvoir parallèlement opposées, avec des pénétrantes, avec des relations, à savoir le régime de... comment ça s'appelle les gardiens de la Révolution et la République. Mais il y a des passerelles et des contacts. Et en plus, le guide, avant sa mort, avait légué une grande partie du pouvoir à l'armée. Et l'armée elle-même, dans son action, les gardiens de la Révolution, sont dans la délocalisation du pouvoir. Ça veut dire une mosaïque d'actions. On peut créer une multitude de pouvoirs, de petits pouvoirs, sans pour que autant cela affecte l'existence de l'État. Et enfin, il a dit Hafid, donc les attaques contre les symboles de l'Iran. L'Iran, c'est la Persie, c'est une civilisation. C'est des gens qui sont... Des millions d'années. Et puis les 95 millions d'habitants, et c'est des gens qui sont lettrés. C'est des gens qui ont su, donc, dans peut-être la pire des conditions, plus de 30 ans ou de 40 ans d'embargo, et ils ont su développer des technologies, développer un savoir et opposer une résistance à une coalition contre la plus grande puissance du monde, à savoir l'hégémonie américaine avec, bien sûr, l'entité sioniste. Très bien. Il est clair qu'il faut le signaler que depuis la révolution iranienne et les sanctions américaines, le peuple refuse de se soumettre et refuse d'être occupé et refuse que son territoire soit occupé. D'ailleurs, juste pour vous dire que la guerre de l'Irak a renforcé cette position et deux fois chez les Iraniens. Et même le Liban. Je viens vers vous, monsieur Aïtou Arabi. À côté des Kurdes et à côté de l'État autoproclamé de Daesh, on a l'impression que cette alliance américano-sioniste, elle a une autre... je ne sais pas si je peux me permettre cette expression. Elle a dans son chapeau magique une autre formule, qui est celle de l'OTAN. Et on l'a vu hier, l'OTAN a affirmé avoir intercepté des missiles qui seraient destinés vers la Turquie. Avec ce que vient de nous expliquer, ou à la lumière de ce que vient de nous expliquer Monsieur Soufi, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'OTAN n'a pas le choix que de suivre Donald Trump dans cette logique de déstabilisation du Moyen-Orient, dans cette logique ou cette géopolitique du chaos, cette diplomatie du chaos, quand on sait que le Canada affirme être prêt à envoyer ses forces, que l'Australie également, la France, il y a un resserrement des rangs occidentaux, finalement?
Oui, effectivement. D'ailleurs, on se pose des questions par rapport à ces missiles qui atterrissent un peu partout, qui sont envoyés Il y a même d'Iran. des Iraniens les Iraniens démentent avoir envoyé certains missiles, notamment. Dans certains cas, oui, il y a eu des démentis par rapport, par exemple, quand l'une des raffineries les plus importantes en Arabie Saoudite a été touchée par un missile, les Iraniens ont démenti avoir ciblé cette installation énergétique. Je me permets de vous couper. Est-ce qu'on peut joindre cela aussi aux déclarations d'un youtubeur, enfin d'un journaliste américain très suivi et qui était un des proches de Trump, qui affirme que les services secrets saoudiens et les services secrets qataris ont arrêté des espions du Mossad qui essayaient de monter des opérations terroristes sur les on parle même de la présence d'officiers du Mossad et des forces spéciales sionistes sur place en Iran pour superviser sur le terrain certaines opérations. Donc on se demande justement pourquoi, parce que stratégiquement, si on voit l'ampleur de l'impact de ces missiles à travers la région, on s'interroge pourquoi l'Iran enverrait un missile contre le Qatar, avec lequel il entretient de très bonnes relations, contre le Koweït, qui ne s'immisce pas dans la géopolitique, ni cherche à créer des problèmes à l'Iran. Pourquoi ce missile a tiré en Turquie, la Turquie qui entretient aussi de bonnes relations avec l'Iran. Donc il y a une grande interrogation sur ces missiles, mais revenons à l'OTAN. L'OTAN, je pense que ça ne serait pas automatique que l'OTAN suive Donald Trump, sachant que Donald Trump a affiché une position quand même assez dure par rapport à beaucoup de membres de l'OTAN, notamment en leur demandant, en leur exigeant justement de mettre la main à la poche pour financer cette organisation, donc qui a été beaucoup critiqué par Donald Trump. Donc je ne pense pas que Donald Trump compte sur l'OTAN, mais l'antitétionniste est en train de créer un climat qui va contraindre certaines puissances membres de l'OTAN à participer d'une manière ou d'une autre dans cette guerre qui n'est pas la leur, parce que dès le départ, comme vous l'avez souligné au début de l'émission, Donald Trump a pris cette décision de façon unilatérale. Pas unilatérale, mais en se concertant avec l'antitétionniste, c'est tout. Il n'a associé aucune autre puissance de l'OTAN, ni d'autres alliés qui ne sont pas membres de l'OTAN. L'OTAN, on veut bien évidemment l'entraîner, parce qu'on comprend maintenant que la guerre ne sera pas une guerre de 4 à 5 semaines comme on l'a annoncé, mais ça va durer dans le temps, surtout que l'objectif principal fixé par ces attaques, c'est de changer le régime en commençant par décapiter le pouvoir. Mais là, au contraire, on constate que l'Iran, comme vous l'avez expliqué, M. Soufi l'a bien expliqué, donc il y a deux pouvoirs, et déjà le principal pouvoir iranien, qui est les gardiens de la révolution, est suffisamment structuré pour survivre à la mort de son chef, de son guide suprême. Et là, on le constate sur le terrain que l'Iran continue à fonctionner et les institutions iraniennes ne se sont pas effondrées et que le chaos ne s'est pas installé en Iran. Est-ce que l'OTAN va finir par intervenir? Dans le contexte actuel, ça m'étonne. Mais dans quelques semaines, tout dépendra de l'évolution de la situation. Si des missiles continuent à atterrir par-ci par-là, peut-être il y aura des pays qui voudraient justement participer sous la pression américaine, parce que les Américains sont en train de menacer et de faire pression sur leurs alliés pour contribuer d'une manière ou d'une autre dans cette guerre. On a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, qui a refusé justement de laisser les avions américains se servir de bases militaires sur le sol espagnol. Directement, Donald Trump a menacé de couper les relations commerciales. On est dans un contexte où effectivement l'administration américaine, qui est à l'origine de cette guerre, commence à paniquer. Pourquoi? Parce que justement une guerre qui dure longtemps serait défavorable automatiquement aux Américains, parce que d'abord leurs troupes sont loin de leur pays, donc ils sont en mer essentiellement. C'est difficile de maintenir longtemps des militaires
dans ces donc conditions. c'est une guerre d'usure, comme voilà, donc aujourd'hui on dit qu'on a décapité, on a éliminé les forces aériennes et les forces maritimes, mais on ne voit pas d'évolution sur le terrain. Si réellement l'objectif de Donald Trump, qui peut changer d'avis du jour au lendemain en fonction de la situation, et de changer le régime, il ne pourrait pas le changer de cette manière, c'est clair. Parce que d'abord, vous avez le peuple iranien qui n'est pas prêt à participer justement à être colonisé, même s'il y a des aspirations à plus d'ouverture, mais c'est pas avec des tanks et des missiles et des bombardements. Donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir iranien a les capacités de résister, et les États-Unis, si demain ils n'arrivent pas à mobiliser les forces de l'OTAN pour l'aider, ils pourront décider d'arrêter la guerre d'eux-mêmes. Très bien, d'autant plus que les Américains avaient déjà, Trump avait parlé de 2-3 semaines et ils commencent à changer d'avis, se rendant compte de la préparation, sur le terrain. Un autre élément a attiré notre attention dans les équipes de cette édition spéciale, Monsieur Tarek Hafid, c'est le fait que le récit historique de l'entité sioniste et des États-Unis tend à cacher la réalité sur le terrain, minimise la riposte iranienne contre les cibles en Palestine occupée, minimise le nombre de victimes, minimise aussi la portée militaire des gardiens de l'Iran, sachant que l'Iran est un pays qui est prêt sur le terrain militaire, est un pays qui se défend et qui se défend plutôt bien. Qu'est-ce que ça nous dit, cette censure presque des médias occidentaux, mais surtout du récit historique des Occidentaux et des sionistes de la réalité? Moi, je pense que c'est tout à fait logique, c'est-à-dire c'est une guerre, les États qui sont engagés dans cette guerre vont tout faire pour contrôler la communication, divulguer des informations qui seront, on va dire, qui rentrent dans une logique stratégique, ce qui est tout à fait normal. Moi, je pense qu'il est intéressant de revenir à ce qui s'est passé durant la première guerre du Golfe. Durant la première guerre du Golfe, donc la première guerre contre l'Irak, les Américains et les alliés, c'est-à-dire qu'il y avait au moins une douzaine d'États qui sont venus renforcer cette coalition, ils ont mis, si je me souviens bien, du mois de juillet, août, jusqu'au mois de janvier, ils ont amassé des troupes partout dans la région. Alors que là, ça s'est fait en quelques semaines en réalité, quand on voit ces 2 porte-avions. C'est vrai que sur place, il y a des bases, mais est-ce que réellement c'était assez pour lancer une telle guerre? À mon avis, non. À mon avis, non. Et avec ça, le régime de Saddam Hussein n'avait pas chuté. Il faut rappeler que en 91-92, le régime n'avait pas chuté. Il a fallu attendre 2003 pour que le régime de Saddam Hussein chute. Là, cette fois-ci, dans leur vision, c'est-à-dire que lancer des attaques avec des missiles, avec des avions, essayer de créer une grosse tension en Iran, ce régime va chuter. Moi, je le trouve vraiment très très naïf. C'est en tout cas l'idée que me font. Après, en termes de communication, ils pourront essayer de contrôler la communication comme ils voudront. Le jour où ça sera trop flagrant, le jour où les familles américaines recevront l'annonce du décès de leurs enfants, ce jour-là, plus rien ne pourra être contrôlé. Très bien, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. M. Abdelkader Soufi, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Je ne sais pas, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous pensez finalement que, suite à ce que vient de nous expliquer M. Tarek, est-ce que sur le plan international, est-ce que à long terme, c'est les États-Unis qui risquent de perdre et leurs alliés? Absolument. Écoutez, jusque-là, la version officielle occidentale, c'est que l'opération se passe très bien et que pratiquement l'Iran est détruite. Sauf que ce que nous avons aujourd'hui, c'est toutes les bases américaines qui sont hors service. Monsieur Aïtou Arabi, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... C'est d'abord une guerre hégémonique américaine. C'est une guerre aussi qui est liée à un calendrier électoral américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump
peine à avancer dans les sondages ces derniers temps et qu'il y a des élections qui arrivent en novembre. C'est ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Donc voilà, une guerre pourrait justement l'aider à traverser, à passer cette mauvaise ère. Très bien, merci. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que j'étais accompagné pour cette édition spéciale consacrée à la situation au Moyen-Orient ou au 6e jour de la guerre contre l'Iran de Abdelkader Soufi, spécialiste géopolitologue et aussi spécialiste en politique internationale. Merci de m'avoir accompagné. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de Mouqran Aïtr Warbi. Vous êtes journaliste et spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Tarek Hafid, journaliste et spécialiste des questions internationales. Merci Tarek. Et en tout début d'émission, on a eu le plaisir d'avoir reçu pour un éclairage Shunhui Zhang, journaliste chinoise qui nous a rejoint depuis Pékin. Madame, monsieur, c'est ainsi que s'achève cette édition spéciale. L'info continue avec le journal de Asma Laïd. Excellente suite des programmes sur Al24 News.